Bonsoir l'ami, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Construite en 1887, la gare de Saint-Laurent-des-Voies avait été autrefois un nœud ferroviaire important, reliant les villes industrielles du Nord aux régions agricoles du Sud. Son architecture était typique de l'ère victorienne française. Pierre grise taillée avec soin, hautes fenêtres cintrées maintenant brisées, une horloge massive sur la façade qui s'était arrêtée à 3h27 un jour lointain de 1982, l'année où le dernier train officiel avait quitté le quai. Depuis lors, la nature avait lentement repris possession du lieu. Le lierre escaladait les murs, des herbes folles poussaient entre les pavés de la cour, et les rails disparaissaient sous une végétation envahissante. Théophile Moreau était veilleur de nuit depuis 23 ans. À 62 ans, il était un homme de routine, appréciant la solitude et le silence de ses rondes nocturnes. Depuis 10 ans, il était responsable de surveiller plusieurs bâtiments abandonnés dans la zone industrielle en périphérie de la ville, dont la vieille gare de Saint-Laurent-des-Voies. Son travail consistait essentiellement à s'assurer que personne ne vandalisait les lieux ou ne tentait de s'y introduire pour des activités illégales. C'était un travail calme, presque méditatif, qui convenait parfaitement à son tempérament contemplatif. Mais la gare avait toujours été différente des autres bâtiments dont il avait la charge. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère du lieu, une qualité particulière du silence qui pesait là, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Et puis il y avait le train. La première fois que Théophile l'avait entendu, c'était 3 ans auparavant, lors d'une nuit de novembre particulièrement froide. Il faisait sa ronde habituelle, marchant le long du quai principal avec sa lampe torche, vérifiant que tout était en ordre. L'horloge de son téléphone indiquait minuit pile quand il entendit un sifflement lointain, clair et mélodieux, le son caractéristique d'une locomotive à vapeur s'approchant. Son premier réflexe fut la confusion. Il n'y avait plus de train ici depuis des décennies. Les rails étaient rouillés, envahis de végétation, certaines sections même complètement arrachées. C'était impossible qu'un train passe par là. Et pourtant, le son se rapprochait, de plus en plus fort, accompagné maintenant du rythme régulier des roues sur les rails, ce claquement métallique si reconnaissable. Théophile se figea, le faisceau de sa lampe pointé vers les rails qui s'enfonçaient dans l'obscurité au-delà du quai. Et puis il le vit. Des lumières dans la nuit, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches. Une locomotive émergeant de l'obscurité, suivie de plusieurs wagons, tous éclairés de l'intérieur par une lueur douce et dorée. Le train glissait le long des rails avec une fluidité surnaturelle, semblant à peine les toucher, flottant presque. Il n'y avait pas de bruit de moteur, pas de grincement de frein, juste ce sifflement mélodieux et le claquement régulier qui devenait de plus en plus faible à mesure que le train passait sans s'arrêter, continuant son chemin dans la nuit jusqu'à disparaître complètement, ses lumières s'éteignant progressivement comme des étoiles avalées par l'horizon. Théophile resta immobile pendant de longues minutes après que le dernier wagon eut disparu, son cœur battant fort, se demandant s'il avait rêvé, s'il avait halluciné. Mais le son avait été si réel, les lumières si distinctes. Il parcourut les rails avec sa lampe, cherchant des traces du passage du train. Mais il n'y en avait aucune. Les rails étaient exactement comme il avait toujours été. Rouillés, discontinus, impossible à emprunter pour tout véhicule réel. Il ne rapporta pas l'incident à son employeur, craignant qu'on le croie fou ou sénile. Mais il commença à prêter une attention particulière à ses rondes à la gare, vérifiant toujours l'heure quand minuit approchait. Et le train revint. Pas chaque nuit, mais régulièrement. Toujours exactement à minuit. Toujours suivant le même trajet, émergeant de l'est et disparaissant vers l'ouest. Toujours silencieux hormis son sifflement et le bruit de ses roues. Et toujours sans laisser la moindre trace physique de son passage. Théophile en vint à considérer le train comme faisant partie de sa routine nocturne, un mystère qu'il avait choisi d'accepter plutôt que de comprendre. Il parlait au train parfois, levant la main en salut quand il passait, comme on saluerait un vieil ami silencieux. Mais il ne monta jamais à bord.
Les portes restaient fermées, les fenêtres révélant seulement des silhouettes floues à l'intérieur, et quelque chose en lui, peut-être la prudence, peut-être la peur, l'empêchait de tenter d'approcher trop près. C'est ainsi que les choses restèrent jusqu'à l'arrivée d'Étienne Dupré. Étienne avait 28 ans et travaillait comme journaliste freelance pour divers magazines et sites web, se spécialisant dans les histoires insolites, les légendes urbaines, les phénomènes inexpliqués. C'était un jeune homme sceptique par nature mais fasciné par l'étrange, cherchant toujours des histoires qui pourraient capturer l'imagination du public. Il avait entendu parler du train fantôme de Saint-Laurent-des-Voies par un ami qui connaissait quelqu'un qui connaissait le cousin de Théophile. L'histoire l'avait immédiatement intrigué. Un train qui apparaissait chaque nuit sur des rails abandonnés? C'était exactement le genre de mystère qui pourrait faire un excellent article, peut-être même le début d'un livre. Étienne contacta Théophile, se présentant honnêtement, expliquant qu'il voulait enquêter sur ce phénomène. À sa surprise, le vieil homme accepta de le rencontrer, peut-être content d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager ce secret qu'il avait gardé pendant 3 ans. Ils se retrouvèrent à la gare un soir de mars. Théophile raconta tout à Étienne, les apparitions régulières, le sifflement à minuit, les lumières glissant dans la nuit, l'impossibilité physique de tout cela. Étienne écoutait avec attention, prenant des notes, posant des questions, cherchant des explications rationnelles. « Vous avez envisagé que ce pourrait être une hallucination auditive et visuelle ?» demanda-t-il. « Peut-être causée par la fatigue, ou par quelque chose dans l'environnement ici. » Théophile haussa les épaules. « J'y ai pensé. Mais je sais faire la différence entre la réalité et l'imagination. Ce train est aussi réel que vous et moi, même s'il ne devrait pas exister. Et vous n'avez jamais essayé d'y monter? » Non. Les portes ne s'ouvrent jamais. Et même si elles s'ouvraient, je ne suis pas sûr que je voudrais. Il y a des choses qu'il vaut mieux observer de loin, vous comprenez? Étienne comprenait, mais il était aussi plus audacieux, ou peut-être plus imprudent. Je veux le voir de mes propres yeux, dit-il. Et si c'est possible, j'aimerais monter à bord. Pour vraiment comprendre ce qui se passe. Théophile le regarda longuement. Une expression de mise en garde dans ses yeux. Faites attention, jeune homme. Les mystères ont leur raison d'être mystérieux. Parfois, les réponses qu'on trouve ne sont pas celles qu'on espérait. Mais Étienne était déterminé. Ils convinrent qu'il reviendrait la nuit suivante et se cacherait sur le quai avant minuit, attendant l'apparition du train. Le lendemain soir, Étienne arriva à la gare vers 23 heures. Théophile lui montra un endroit où il pourrait se cacher derrière une vieille colonne, d'où il aurait une vue dégagée sur les rails. « Je serai dans mon bureau dans le bâtiment principal, » dit le vieil homme. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me chercher. Et soyez prudent. » Étienne s'installa dans sa cachette, son appareil photo prêt, son enregistreur vocal activé. Il voulait documenter tout ce qui se passerait. Les minutes s'écoulèrent lentement. Le silence de la nuit était presque oppressant, rompu seulement par les bruits occasionnels de la nature. Le ululement d'une chouette, le bruissement des feuilles dans la brise. Son téléphone indiqua 23h59. Puis minuit. Étienne retint son souffle. Et il l'entendit. Le sifflement, exactement comme Théophile l'avait décrit, clair et mélodieux, venant de l'est. Puis les lumières apparurent, perçant l'obscurité. La locomotive émergea, une magnifique machine à vapeur qui semblait sortir directement d'un musée, parfaitement entretenue, brillante malgré la nuit. Mais c'était sa manière de se déplacer qui était vraiment étrange. Le train ne roulait pas sur les rails au sens conventionnel. Il flottait au-dessus, peut-être à quelques centimètres, glissant avec une grâce surnaturelle. Les wagons qui suivaient la locomotive étaient tout aussi remarquables, chacun semblant différent, comme s'ils venaient d'époques différentes. Le premier wagon était clairement ancien, avec du bois verni et des fenêtres à petits carreaux typiques des années 20. Le deuxième avait une esthétique plus moderne, presque futuriste, avec des lignes épurées et des surfaces métalliques réfléchissantes. Le troisième semblait rempli de quelque chose, Étienne ne pouvait pas dire quoi exactement, mais il voyait des formes blanches empilées à l'intérieur, comme des enveloppes ou des lettres.
Le train ralentit alors qu'il approchait du quai où se cachait Étienne. À son étonnement total, il s'arrêta complètement, quelque chose qu'il n'avait jamais fait selon Théophile. Les portes du wagon le plus proche, celui qui semblait appartenir aux années 20, s'ouvrirent sans un bruit, révélant un intérieur faiblement éclairé. Étienne sentit quelque chose de puissant l'attirer vers le train. Une force qui n'était pas physique mais plutôt psychologique, comme si le train l'appelait, l'invitait. Sa raison lui criait de rester où il était, de documenter de loin, de ne pas prendre de risques inconsidérés. Mais une autre partie de lui, plus profonde, plus primitive, savait qu'il devait monter à bord. C'était pour cela qu'il était venu. C'était l'opportunité qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Il sortit de sa cachette, traversa le quai, et monta les marches qui menaient au wagon ouvert. Dès qu'il franchit le seuil, les portes se refermèrent derrière lui avec un soupir doux, et le train se remit en mouvement, reprenant sa glisse silencieuse le long des rails impossibles. L'intérieur du wagon était extraordinaire. C'était comme entrer dans une photographie des années 20. Les sièges étaient recouverts de velours rouge foncé, les lampes à gaz diffusaient une lumière douce et dorée, des bagages anciens étaient rangés dans les compartiments au-dessus des sièges. Mais le wagon était vide. Aucun passager, aucun conducteur, personne. Étienne avança lentement dans l'allée centrale, observant chaque détail. Tout était impeccablement préservé, comme si le temps s'était arrêté ici. Il toucha l'un des sièges, sentant la texture réelle du velours sous ses doigts. Ce n'était pas une hallucination. C'était tangible, solide, réel d'une manière qu'il ne pouvait nier. Il passa à la porte menant au wagon suivant, l'ouvrit, et entra dans un environnement complètement différent. Ce wagon était futuriste, avec des sièges qui semblaient faits d'une matière qu'il ne reconnaissait pas, lisse et légèrement luminescente. Les fenêtres n'en étaient pas vraiment, mais plutôt des écrans montrant des paysages qui défilaient, des villes qu'il ne reconnaissait pas, des architectures impossibles qui semblaient défier la gravité et la logique. Il continua vers le wagon suivant, celui qu'il avait vu rempli d'objets blancs. Quand il ouvrit la porte, il découvrit que ses soupçons étaient corrects. Le wagon était rempli de lettres. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de lettres, empilées dans des casiers qui couvraient tous les murs. Certaines étaient anciennes, jaunies par le temps, d'autres semblaient récentes. Tout était scellé, adressé, mais manifestement jamais envoyé. Étienne prit l'une des lettres au hasard, une enveloppe moderne avec une adresse manuscrite. Il hésita un moment, se demandant s'il devait l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur, il trouva une lettre d'amour, écrite par quelqu'un qui n'avait jamais eu le courage de la donner à la personne aimée. Les mots étaient pleins d'émotions, de regrets, d'espoir non exprimé. Il remit la lettre en place, pris d'un sentiment de tristesse profonde. Ce wagon n'était pas simplement rempli de lettres, il était rempli de mots non dits, de sentiments non exprimés, d'opportunités manquées de connexion. Étienne continua à traverser les wagons. Chacun contenait quelque chose de différent, mais tous semblaient partager le même thème, des possibilités non réalisées. Un wagon rempli de manuscrits jamais terminés. Un autre avec des instruments de musique jamais joués. Un troisième avec des cartes du monde épinglées au mur, chaque épingle marquant un lieu jamais visité. Finalement, il arriva au dernier wagon. Celui-ci était différent de tous les autres. Il était vide, hormis un seul siège face à une grande fenêtre. Et assis dans ce siège, ou plutôt se tenant debout près de la fenêtre, il y avait une silhouette. Étienne s'approcha prudemment. La silhouette se tourna vers lui, et il vit que c'était un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un uniforme de conducteur ferroviaire d'une époque indéterminée. Son visage était bienveillant mais aussi empreint d'une tristesse profonde. « Bienvenue à bord », dit l'homme, sa voix douce et mélodieuse, comme l'écho lointain d'une chanson oubliée. « Vous êtes le premier depuis longtemps à avoir le courage de monter. »« Qui êtes-vous » demanda Étienne, sa voix tremblante malgré lui. « Qu'est-ce que ce train ? Où allons-nous » L'homme sourit tristement. « Je suis le conducteur, le gardien, l'accompagnateur. Quant au train, il a de nombreux noms. Le train des possibilités perdues. Le convoi des chemins non empruntés. L'express des regrets.
Appelez-le comme vous voulez, cela revient au même. Et où va-t-il? Nulle part et partout. Il voyage entre ce qui est et ce qui aurait pu être. Ce train ne transporte pas des corps, jeune homme. Il transporte des décisions non prises, des rêves non poursuivis, des mots non prononcés. Tous ces moments de votre vie où vous avez hésité, où vous avez choisi la sécurité plutôt que le risque, où vous avez dit non quand vous auriez dû dire oui, ou oui quand vous auriez dû dire non. Il se tourna vers la fenêtre, invitant Étienne à regarder. Au-delà de la vitre, le paysage changeait constamment. Étienne vit des scènes de sa propre vie, mais différentes, altérées. Il se vit dans des situations qu'il n'avait jamais vécues mais qui auraient pu se produire si ses choix avaient été différents. Il se vit acceptant cette bourse d'études aux États-Unis qu'il avait refusée par peur de quitter sa famille. Dans cette version, il était devenu un journaliste reconnu internationalement, travaillant pour de grands journaux, couvrant des événements importants aux quatre coins du monde. Il se vit déclarant son amour à Sophie, cette fille de son université dont il avait été secrètement épris mais à qui il n'avait jamais osé parler. Dans cette version, il s'était marié, avait eu 2 enfants, vivait une vie simple mais heureuse dans une petite ville de province. Il se vit démarrant sa propre entreprise de médias numériques au lieu de rester freelance. Dans cette version, l'entreprise avait prospéré, employant une dizaine de personnes, créant du contenu innovant qui touchait des millions de personnes. Scène après scène défilait, chacune montrant une vie différente qu'il aurait pu vivre, des possibilités qui s'étaient fermées au moment où il avait choisi un chemin plutôt qu'un autre. « Vous me montrez ce que j'ai perdu », murmura Étienne, sentant le poids du regret s'abattre sur lui. « Toutes ces vies que je n'ai pas vécues. »« Non », dit le conducteur fermement. « Je vous montre ce que vous auriez pu gagner, mais aussi ce que vous auriez pu perdre. Chaque choix a des conséquences, jeune homme. Si vous aviez accepté cette bourse, vous seriez devenu célèbre, oui, mais vous auriez aussi perdu votre connexion avec votre famille, vous seriez devenu cynique et seul. Si vous aviez épousé Sophie, vous auriez eu une vie stable, mais vous vous seriez aussi demandé toute votre vie ce que vous auriez pu accomplir si vous aviez poursuivi vos ambitions. Si vous aviez créé cette entreprise, elle aurait peut-être réussi, ou peut-être vous aurait-elle mené à la ruine financière et au désespoir. Il se tourna vers Étienne, ses yeux sombres brillants d'une sagesse ancienne. Le véritable mystère n'est pas de savoir quelle vie aurait été meilleure. C'est de comprendre que chaque vie contient ses propres joies et ses propres souffrances, ses propres réussites et ses propres échecs. Les regrets que vous portez sont des trains que vous avez laissés passer. Mais vous savez quoi? D'autres trains arrivent toujours. La vraie question est, que ferez-vous du prochain? Le train commença à ralentir. À travers la fenêtre, Étienne vit qu'ils approchaient d'un paysage étrange, un endroit où le temps semblait figé. C'était un lieu de pure possibilité, où toutes les versions de toutes les vies existaient simultanément, superposées les unes sur les autres comme des calques transparents. « Où sommes-nous » demanda Étienne, émerveillé et terrifié à la fois. « Au point d'intersection » répondit le conducteur. L'endroit où tous les choix convergent avant de diverger de nouveau. C'est ici que le train fait toujours une pause, permettant à ces rares passagers de vraiment comprendre ce qu'ils regardent. Étienne sortit du train, ses pieds touchant un sol qui semblait à la fois solide et pas tout à fait réel. Autour de lui, il pouvait voir des versions fantomatiques de lui-même, chacune représentant un chemin différent, un choix différent. Certaines versions semblaient heureuses, d'autres tristes, d'autres encore simplement existaient, ni particulièrement joyeuses ni particulièrement malheureuses. Il marcha parmi ces versions de lui-même, observant, apprenant. Il vit la version qui avait choisi la sécurité à chaque tournant, qui avait une vie confortable mais terne, sans risque mais aussi sans grande joie. Il vit la version qui avait pris tous les risques, qui avait connu des sommets incroyables mais aussi des chutes dévastatrices. Il vit des centaines de versions entre ces deux extrêmes, chacune unique, chacune valide à sa manière. Et il comprit quelque chose de fondamental. Il n'y avait pas de bonne vie à avoir vécue. Chaque chemin avait sa propre valeur, sa propre beauté, sa propre signification. Les regrets qu'il portait pour les chemins non empruntés étaient naturels, humains, mais aussi ultimement sans fondement,
car il ne pouvait jamais vraiment savoir si ses chemins auraient été meilleurs. Ce qui importait vraiment, réalisa-t-il, c'était comment il vivait la vie qu'il avait choisie. Vivait-il pleinement? Prenait-il des décisions conscientes, ou se laissait-il simplement porter par les circonstances? Était-il présent dans sa propre vie, ou passait-il son temps à regarder en arrière vers ce qui aurait pu être ou en avant vers ce qui pourrait être, manquant ainsi ce qui était? Je comprends maintenant, dit-il au conducteur qui se tenait près de la porte du train, attendant patiemment. Vous ne m'avez pas montré ces vies alternatives pour me faire regretter mes choix. Vous me les avez montrées pour que je cesse de regretter, pour que je comprenne que la vie que j'ai vécue est aussi valide, aussi précieuse que n'importe quelle autre que j'aurais pu vivre. Le conducteur sourit, un vrai sourire cette fois, plein de chaleur. Vous êtes plus rapide à comprendre que la plupart. Oui, c'est exactement ça. Le train des regrets n'existe pas pour vous torturer avec ce qui aurait pu être. Il existe pour vous libérer de cette torture, pour vous montrer que vous pouvez arrêter de regarder en arrière et commencer à regarder en avant. Et maintenant, demanda Étienne. Maintenant, vous rentrez. Vous retournez à votre vie, à vos choix, à votre présent. Mais vous y retournez changé, libéré du poids des regrets passés, prêt à faire de meilleurs choix à l'avenir. Non pas meilleurs au sens de parfait ou garanti de réussir, mais meilleur au sens de plus conscient, plus intentionnel, plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Étienne remonta dans le train. Le voyage de retour fut beaucoup plus rapide que l'aller, comme si le train savait qu'il avait accompli sa mission et était maintenant pressé de ramener son passager. Ils traversèrent les wagons en sens inverse, chacun semblant un peu moins lourd de regrets qu'avant. Quand le train s'arrêta de nouveau au quai de Saint-Laurent-des-Voies, l'aube n'était pas encore levée, mais le ciel à l'est commençait à pâlir. Étienne descendit, se retourna pour remercier le conducteur, mais celui-ci avait disparu. Les portes se refermèrent, et le train repartit, glissant silencieusement le long des rails impossibles jusqu'à disparaître dans l'obscurité déclinante. Théophile émergea de son bureau, ses yeux larges d'inquiétude et de soulagement. « Vous êtes revenu. J'ai vu le train partir avec vous à bord. J'ai cru que, je ne savais pas quoi penser. » Étienne sourit, se sentant étrangement en paix. « Je suis allé faire un voyage, Théophile. Un voyage que je devais faire. Et maintenant je suis de retour, et je crois que je ne le reverrai plus jamais. Que voulez-vous dire? Le train n'apparaît que pour ceux qui ont besoin de le voir, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont paralysés par leurs regrets, qui vivent dans le passé plutôt que dans le présent. Je pense que je n'en fais plus partie maintenant. » Théophile le regarda pensivement. « Et qu'allez-vous faire maintenant? Écrire votre article sur le train fantôme. » Étienne réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Non. Je ne pense pas que ce soit le genre d'histoire qui doit être racontée de cette manière. Ce n'est pas un mystère à résoudre ou à exposer. C'est quelque chose de plus personnel. Chacun doit trouver son propre chemin vers cette vérité. » Il quitta la gare alors que le soleil se levait, baignant le vieux bâtiment d'une lumière dorée. Sa vie l'attendait, la même vie qu'il avait quittée quelques heures auparavant, mais il la voyait maintenant avec des yeux différents. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Étienne fit des changements. Pas des changements dramatiques ou impulsifs, mais des ajustements conscients et réfléchis à la manière dont il vivait. Il appela Sophie, cette fille de l'université qu'il avait aimée en silence, non pas pour tenter de ressusciter quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé, mais pour avoir une conversation honnête, pour fermer cette porte avec grâce plutôt que de la laisser entr'ouverte dans son esprit pour toujours. Elle fut surprise de l'entendre, mais heureuse aussi. Ils se rencontrèrent pour un café, parlèrent pendant des heures. Elle était mariée maintenant, heureuse, avec une vie bien remplie. Et Étienne découvrit qu'il était content pour elle, vraiment content, sans l'ombre de regret qu'il aurait ressenti auparavant. Le train lui avait montré que si les choses s'étaient passées différemment, s'ils s'étaient mis ensemble, leur relation aurait eu ses propres défis, ses propres complications. Il n'y avait pas de version parfaite de cette histoire, juste des versions différentes. Il recommença aussi à écrire différemment. Au lieu de chercher constamment des histoires sensationnelles qui pourraient le rendre célèbre, il se concentra sur des histoires qui avaient vraiment du sens pour lui,
qui touchait à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Son travail devint plus profond, plus authentique, et paradoxalement, cela attira plus d'attention et de reconnaissance que ses tentatives précédentes de créer du contenu viral. Il se réconcilia avec les choix qu'il avait faits, comprenant que chaque décision l'avait amené là où il était, et que là où il était n'était pas un mauvais endroit. C'était juste son endroit, sa vie, son chemin unique à travers l'existence. Théophile, quant à lui, continua ses rondes nocturnes. Mais quelque chose avait changé pour lui aussi. Une nuit, environ 2 mois après l'expérience d'Étienne, alors qu'il faisait sa ronde habituelle à la gare, le train apparut de nouveau à minuit. Mais cette fois, les portes s'ouvrirent pour lui. Le vieil homme hésita, se rappelant ses propres mises en garde à Étienne. Mais il réalisa aussi qu'il avait ses propres regrets, ses propres chemins non empruntés. Il monta à bord. Son voyage fut différent de celui d'Étienne. Il vit la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas quitté l'école à 16 ans pour aider sa famille financièrement. Il vit la carrière qu'il aurait pu construire s'il avait poursuivi ses études. Il vit l'amour qu'il avait perdu quand il avait choisi la sécurité d'un emploi stable plutôt que l'incertitude de suivre la femme qu'il aimait dans une autre ville. Et comme Étienne, il apprit que ces chemins non empruntés avaient leurs propres complications, leurs propres douleurs. La vie qu'il avait vécue, humble et simple, avait aussi eu ses moments de beauté, de connexion, de sens. Il avait peut-être raté certaines opportunités, mais il en avait saisi d'autres. Il avait peut-être perdu un certain amour, mais il avait connu d'autres formes d'amour, l'amitié, la solidarité, la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Quand Théophile descendit du train à l'aube, lui aussi savait qu'il ne le reverrait plus. Il avait reçu son cadeau, sa leçon, sa libération. Et dans les années qui lui restaient, il vécut avec plus de présence, plus de gratitude, moins hanté par les fantômes de ce qui aurait pu être. Le train continua ses apparitions, mais de moins en moins fréquemment. Peut-être parce qu'il n'y avait tout simplement pas beaucoup de gens prêts à monter à bord, pas beaucoup qui avaient le courage de confronter leurs regrets de front. Ou peut-être parce que le train lui-même n'était nécessaire que pour certaines âmes, à certains moments, quand la charge des possibilités non réalisées devenait trop lourde à porter. Des années passèrent. Théophile prit sa retraite, laissant la responsabilité de la gare à un nouveau veilleur de nuit qui ne vit jamais le train, qui ne l'entendit jamais, pour qui les rails abandonnés restaient simplement des rails abandonnés. Étienne devint un écrivain respecté, connu non pas pour le sensationnalisme mais pour la profondeur et l'humanité de son travail. Il se maria, eut des enfants, construisit une vie qui était peut-être imparfaite mais qui était sienne, vécue consciemment, avec intention et présence. Et parfois, dans les moments de doute, quand les vieux démons du regret tentaient de ressurgir, ils se rappelaient tous deux de cette nuit sur le train, des leçons apprises, de la libération accordée. Ils se rappelaient que les regrets sont des trains qu'on laisse passer, et que le véritable mystère n'est pas de savoir où ces trains auraient pu les mener, mais de décider quoi faire avec les trains qui continuent d'arriver, les choix qui continuent de se présenter, les possibilités qui existent toujours dans le présent plutôt que dans le passé. La gare de Saint-Laurent-des-Voies finit par être démolie, remplacée par un centre commercial moderne. Les rails furent arrachés, recyclés, transformés en autre chose. Mais ceux qui avaient voyagé sur le train de minuit savaient que la destruction physique du lieu n'avait pas d'importance. Le train n'avait jamais vraiment eu besoin de rails physiques. Il voyageait sur des rails d'une autre nature, des rails qui existaient dans la psyché humaine, dans l'espace entre ce qui est et ce qui aurait pu être. Et quelque part, dans une autre ville, près d'une autre gare abandonnée, à minuit pile, un sifflement se fait peut-être entendre. Des lumières apparaissent dans l'obscurité. Des portes s'ouvrent silencieusement. Et quelqu'un d'autre, portant le poids des regrets, prend la décision de monter à bord, de faire face à ses possibilités perdues, et peut-être, si la grâce le permet, de trouver la libération qui vient de comprendre que la seule vie qui compte vraiment est celle qu'on vit maintenant, dans ce moment présent, avec toutes ses imperfections et toutes ses possibilités encore ouvertes. Car le véritable mystère du train de minuit n'était pas son origine, sa destination, ou même comment il pouvait exister en défiant toutes les lois de la physique. Le véritable mystère était celui-ci. Pourquoi passons-nous tant de temps à regarder en arrière vers les trains que nous avons manqués, alors que devant nous, toujours, il y a un autre quai, un autre train,
Une autre chance de monter à bord et de voyager vers quelque chose de nouveau? Les regrets sont des trains que l'on laisse passer. C'est vrai. Mais la leçon n'est pas de regretter d'avoir laissé passer ces trains. La leçon est de comprendre que de nouveaux trains arrivent constamment, et que nous avons toujours, à chaque instant, le pouvoir de choisir. Allons-nous rester sur le quai, paralysés par la peur de faire le mauvais choix, observant train après train partir sans nous? Ou allons-nous trouver le courage de monter à bord, acceptant que nous ne pouvons jamais savoir avec certitude où le voyage nous mènera, mais sachant que ne pas voyager du tout est la seule véritable erreur? Le train de minuit offrait sa réponse dans le silence de son passage, dans la lueur dorée de ses fenêtres, dans l'invitation muette de ses portes ouvertes. Vis maintenant, choisis consciemment, et lâche prise sur le fantôme de ce qui aurait pu être. Car ce qui est, et ce qui peut encore être, est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout ce que nous avons, et c'est tout ce dont nous avons besoin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Étienne et Théophile l'ont découvert, les regrets pour les chemins non empruntés sont naturels, mais ils ne doivent pas devenir des prisons. Chaque vie contient ses propres joies et ses propres défis, et il n'y a pas de version parfaite de ton existence qui t'attend quelque part dans un univers parallèle. Il y a seulement cette vie, celle que tu vis maintenant, avec tous ses choix passés et toutes ses possibilités futures. Tu ne peux pas revenir en arrière et prendre des décisions différentes, mais tu peux arrêter de porter le poids de te demander constamment « et si ». Tu peux commencer à vivre pleinement le présent, à faire des choix conscients et intentionnels maintenant, à monter à bord des trains qui arrivent plutôt que de pleurer ceux qui sont partis. Les opportunités continuent de se présenter. Les possibilités ne s'épuisent jamais tant que tu es vivant et conscient. Alors la vraie question n'est pas qu'aurais-je dû faire différemment, mais que vais-je faire maintenant, avec ce moment, avec ce choix, avec cette vie que j'ai. Prends soin de toi, libère-toi du poids des regrets, et souviens-toi que le prochain train arrive toujours. Seras-tu prêt à monter à bord? Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.